À 8 mois des élections européennes, les derniers sondages accablent le bilan du président de la République. Bien loin des scores précédents l'été, La République En Marche affiche désormais un score de 21,5% quand le Rassemblement national est à 21%. Une dynamique qui pourrait conduire Emmanuel Macron à la déroute. Alors que les problèmes s'accumulent dans la capitale, le maire de Paris a trouvé son cheval de bataille, l'urine. Clip vidéo épissotière écolo, tous les moyens sont bons pour en finir avec les pipis sauvages. La durée de vie des Européens atteint des sommets, mais pour combien de temps encore? Dans son rapport 2018, l'OMS met en garde contre un recul de l'espérance de vie, avec notamment en ligne de mire le surpoids et l'obésité. Madame, Monsieur, bonsoir. Les européennes s'annoncent dans un mouchoir de poche. Le dernier sondage réalisé par Odoxa montre le Rassemblement national en embuscade à moins d'1 point de la majorité En Marche. Des chiffres qui ont bien évolué depuis l'été. Un demi-point, voilà le faible écart qui sépare désormais le Rassemblement national du mouvement En Marche pour les sondages sur les élections européennes. La dynamique est enclenchée pour le camp de Marine Le Pen, celle vers la chute l'est aussi pour le mouvement présidentiel. Bien loin des 30% affichés avant cet été meurtrier, La République En Marche décroche avec 21,5% quand Marine Le Pen est créditée de 21% et les marges d'erreur des sondages, ici plus de 2%. Rien ne garantit plus au mouvement d'Emmanuel Macron d'arriver en tête. Un sacré coup dur. Pour autant, la température a été prise alors que les rentrées politiques n'étaient pas effectuées pour la majorité des mouvements, à l'exception de l'exécutif qui aura indéniablement passé la saison estivale à se discréditer entre les affaires de piscine, de vaisselle ou d'Alexandre Benalla. Notons également que les Français ont une tendance lourde à apprécier tout particulièrement les politiques absents du champ médiatique. Après le duo en tête, le sondage Odoxa montre une autre rude bataille, celle pour atteindre le rang de troisième force politique française. Pour cela, les Républicains de Laurent Wauquiez et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon ferraillent dur, mais suivent plutôt une courbe descendante l'un et l'autre. Quand les premiers sont crédités de 14%, les seconds affichent 12,5%. Seulement voilà, plus que les chiffres, ce sont les dynamiques des scores qu'il faut observer. Et sur ce critère, c'est indéniablement Marine Le Pen qui semble tirer son parti de ce premier sondage de la rentrée. Du côté de Laurent Wauquiez, en revanche, l'élan est difficile à trouver. Sa ligne, volontairement indécise pour ne pas froisser les différentes tendances de son parti, finit par fatiguer toutes les tendances. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, les tentatives de critique de la gestion sans frontiériste des flux migratoires a créé des vagues en interne et son incapacité à trancher a poussé le leader marxiste à placer des figures insipides en tête des listes pour les européennes, Manuel Bompard en premier lieu. Pour autant, à 250 jours du scrutin, tout est encore possible, à plus forte raison que les têtes de liste des principaux partis ne sont pas encore connues. La présidente du Rassemblement national a déjà expliqué qu'elle n'occuperait pas cette place. L'heureux élu sera donc forcément moins médiatique. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez pourrait être contraint de se prêter au jeu pour asseoir son autorité, mais le jeu serait quitte ou double. Un risque que l'ancien proche de Nicolas Sarkozy n'a pas forcément envie de courir. C'est donc dans ce cas de figure que Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a un véritable coup à jouer. S'il est le seul candidat à la présidentielle à se présenter en tête de liste, sa notoriété pourrait être un véritable atout face au second couteau de tous les autres partis. Avec 6% dans le sondage Odoxa, il pourrait créer la surprise en s'invitant comme trouble fête, après avoir déjà dépassé les scores du Parti socialiste ou de Génération de Benoît Hamon. Florian Philippot, ex-vice-président du Rassemblement national, est quant à lui crédité d'1,5% sans que l'on sache s'il aura les finances pour se lancer dans la course. François Asselineau, le président de l'UPR, est quant à lui à égalité avec Jean Lassalle avec 1%, sachant que les petits scores sont toujours minimisés par les sondages. Ultime précision qui laisse de nombreux points d'interrogation en suspens. Le sondage Odoxa a estimé à 27% la part des Français indécis, à croire que l'abstention restera encore le premier parti de France. Anne Hidalgo déclare la guerre au pipi dans Paris après la piétonisation des voies sur Berge. Le maire de Paris a trouvé son nouveau leitmotiv, les pipis sauvages. À grand renfort de communication et d'idées ingénieuses, l'idéologue socialiste n'en finit plus de nous surprendre. Évidemment, Thibaut Bastide. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris.
Merci à ceux qui ne font pas pipi dans Paris. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le clip officiel de la mairie de Paris pour lutter contre les hommes qui urinent dans les rues de la capitale. Alors qu'Anne Hidalgo est de plus en plus détestée par les Parisiens, l'idéologue socialiste poursuit son travail de sape pour dégrader ce que certains appellent encore la plus belle ville du monde. Après avoir piétonnisé les voies sur berge à des prétendues fins écologiques, le maire de la capitale a donc décidé de s'attaquer au pipi sauvage. Ainsi, pendant l'été, plusieurs pissotières appelées uritrottoirs ont été installées dans 4 arrondissements de Paris, à la vue et à l'odorat de tous. L'invention, qui se veut écologique, se présente sous la forme d'un petit bac rouge où la jante masculine peut se soulager en toute tranquillité. Petite particularité, l'urine permet de faire du compost et de faire pousser des fleurs. Si visuellement l'invention est loin d'être une réussite, l'idée est également loin de faire l'unanimité auprès des Parisiens et des touristes. À vrai dire, pas grand-chose parce que je l'utiliserai pas, enfin je pense pas. Si ça peut servir, pourquoi pas. J'ai des doutes sur l'utilité. Maintenant, si ça sert, pourquoi pas. Je trouve que c'est assez dégueulasse d'avoir ça en grand public. Alors pourquoi mettre quoi que ce soit, pourquoi ils n'urinent pas comme ça? Ça laisse vraiment pas beaucoup à l'imagination. Alors, vu ce qui se passe ici en règle générale tous les soirs, je pense que les enfants sont pas là. Là, on n'est pas vraiment dans un square, on est sur une esplanade. Donc non, je pense pas que ce soit particulièrement gênant. Après, lorsque vous avez ici très souvent, vous avez des jeunes le soir, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont un petit peu imbibés, qui profitent un petit peu encore des vacances, qui ont un peu bu. Ma foi, je préfère qu'ils aillent sur ce truc-là plutôt qu'ils sortent l'engin n'importe où. S'ils le font. Maintenant, bon, j'ai pas vraiment d'avis sur ce truc-là. Je trouve pas ça particulièrement joli, mais enfin, c'est pas non plus fait pour. Quant à l'utilité, oui, pourquoi pas, si les gens l'utilisent. À mon avis, il faut tester, c'est comme tout. Il faut tester, si ça marche pas, on vire, et puis voilà. Dégueulasse, de mauvais goût, les critiques ont fusé, notamment sur l'île Saint-Louis dans le 4e arrondissement. Installée en face d'une école primaire, la pissotière a rapidement été retirée après des actes de vandalisme. Du ciment, des tampons et des serviettes hygiéniques ont été collés sur l'urinoir accompagnés d'affiches. On pouvait notamment y lire « Les femmes qui sortent leur sein pour allaiter sont priées de se cacher. Les hommes qui sortent leur sexe pour uriner sont subventionnés par la mairie ». Décidément, même dans le public féministe, Anne Hidalgo n'a plus la cote. Ces uritrottoirs coûtent aux contribuables la coquette somme de 25 000 €. Après le désastre des voies sur berge, d'Autolib et de Vélib, l'addition est salée avec Anne Hidalgo et nul doute que les Parisiens sauront lui rappeler lors des élections municipales de 2020. Plus gros et moins vieux, l'Organisation mondiale de la santé vient de publier un rapport sur la santé des Européens dans lequel elle met en garde contre le risque d'une baisse de la durée de vie, notamment due au surpoids. L'obésité, l'alcool et le tabac mettent en danger la durée de vie des Européens. C'est en substance ce qu'affirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'agence spécialisée de l'ONU se félicite cependant d'un allongement de la durée de vie toujours croissant, mais qui, selon de nombreux médecins et experts, pourrait connaître un coup d'arrêt. L'espérance de vie en Europe, sur une base très large de 53 États, était en 2015 de 77,8 ans contre 76,6 ans 5 ans plus tôt. La durée de vie des femmes étant en moyenne de 81,1 ans, celle des hommes de 64,6 ans. En France, les femmes ont une espérance de vie de 86,3 ans et les hommes de 79,8. Des chiffres impressionnants car si l'on regarde quelques 120 ans plus tôt, la durée de vie d'un Français, en moyenne en 1900, n'était que de 48 ans. Dans son rapport publié le 12 septembre, l'OMS pointe du doigt plusieurs éléments pouvant mettre en péril les progrès constants de ces dernières décennies en matière d'allongement de la durée de vie en Europe. Sans surprise, les consommations de tabac et d'alcool sont mises en cause. Pour le tabac, l'augmentation du prix des cigarettes dans bon nombre de pays européens pourrait largement réduire les conséquences des pratiques tabagiques. Concernant l'alcool, l'augmentation des prix et l'arrivée de populations qui ne consomment pas sur le territoire européen n'y fait rien. Les autochtones sont toujours très attachés à ce petit plaisir consommé avec plus ou moins de modération. Autre facteur, assez alarmant selon l'OMS, l'obésité. Le surpoids serait même aujourd'hui la principale menace pour l'espérance de vie. En cause, la consommation de produits de mauvaise qualité et d'un mode d'alimentation générale calqué sur celui des États-Unis, pays qui a toujours 2 bonnes décennies d'avance sur les phénomènes de société du vieux continent.
Selon l'OMS, les choses pourraient bien rapidement dérailler en Europe du fait de la prolifération de cette obésité. Une obésité qui entraîne des risques de diabète, de cancer et de maladies cardiaques. Une tendance que l'on retrouve dans la plupart des États européens. Et en 2016, on recensait pas moins de 23,3% d'obèses et de personnes en surpoids, soit près d'un quart de la population continentale. On est bien loin du surhomme européen. Enfin, dans son rapport, l'OMS évoque une prétendue vaccination insuffisante, qualifiée de source réelle de préoccupation, sans que l'on sache vraiment la part de médical et d'idéologique dans cette partie de l'étude. Le train du futur, c'est pour demain. La SNCF et d'autres constructeurs ont annoncé mercredi la création de 2 consortiums en vue de développer des trains autonomes d'ici 5 ans. Une révolution du transport qui ne sera pas sans conséquences. Le transport est décidément à l'honneur en cette rentrée de septembre. Après le gouvernement et son plan pour réhabiliter les voies de communication, c'est au tour de la SNCF de rentrer en scène. Grande gagnante du plan présenté au Conseil d'orientation des infrastructures présenté par le ministre des Transports Elisabeth Borne, avec plus de 6,5 milliards d'euros destinés à restaurer son réseau d'ici 2022, la SNCF voit l'avenir en grand. En témoigne l'annonce faite mercredi de la création de 2 consortiums visant au développement de prototypes de trains autonomes pour dans 5 ans. Pour y réussir, la société de chemin de fer travaillera en partenariat avec les constructeurs ferroviaires Alstom et Bombardier. Le but, selon le controversé patron de la SNCF, Guillaume Pépi, faire circuler les trains de manière harmonisée à la même vitesse afin d'optimiser la fluidité et de favoriser la ponctualité. Guillaume Pépi pourrait ainsi être, contre toute attente, l'homme qui a fait arriver les trains à l'heure en France. À ces avantages de qualité s'ajouterait aussi la diminution de la consommation d'énergie. Le premier consortium est composé d'Alstom, du groupe d'ingénierie Altran et de l'italien spécialiste de la signalisation Ansaldo STS du groupe Hitachi, ainsi que d'une filiale d'Airbus pour la cybersécurité. Ce groupement aura pour but de produire un train de marchandises autonome. C'est en quelque sorte le grand retour du fret, abandonné bêtement il y a quelques décennies. Le deuxième consortium a pour objectif d'automatiser les TER et est composé du canadien Bombardier, de l'allemand Bosch, du groupe Thales ou encore du spécialiste de l'intelligence artificielle Spirops. Ces 2 consortiums disposeront d'une enveloppe de 57 millions d'euros chacun, avec un financement partagé, 30% SNCF, 30% État et 40% émanant d'autres partenaires. L'établissement public de sécurité ferroviaire et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information seront également de la partie afin de favoriser un niveau d'automatisation maximal et à terme envisager un train sans présence humaine à bord avec en ligne de mire déjà 2025. Des évolutions techniques qui permettraient une modernisation des voies de communication, plus d'efficacité et moins de dépenses d'énergie, mais qui laisse aussi songeur en matière de perte d'emploi, ce qui ne manquera pas de susciter de vives inquiétudes du côté des syndicats de cheminots. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les usagers marquent un point face au compteur Linky. Mardi 11 septembre, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé qu'Enedis, filiale électricité d'EDF, ne pouvait pas installer ses compteurs sans l'autorisation des habitants. Et si Enedis voit cette décision entraver la mise en place de ces compteurs sur le long terme, la société pourrait tout bonnement installer ceux-ci à l'extérieur des maisons, ce qui déplacerait le problème et profiterait bien probablement à la détérioration du matériel. Reste aussi l'ultime recours pour la filiale d'EDF, couper le courant. Le bras de fer avec les usagers ne fait donc que commencer. Le nouveau ministre des Sports s'en va, pas de son ministère où elle est arrivée le 4 septembre dernier, mais de son logement à Clamart qui était un logement social. Roxana Maracineanu, ancienne nageuse, occupait en effet depuis 2012 un logement à Clamart dans les Hauts-de-Seine, occupé car elle va le quitter. Gageons qu'avec son salaire de ministre, plus de 12 000 € net par mois, elle ne devrait pas trop peiner à retrouver un toit. Il n'y a pas qu'en France que la repentance est un sport national, alors qu'Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à un terroriste communiste officiant durant la guerre d'Algérie du côté du FLN algérien. Les députés espagnols y sont aussi allés de leur petit pardon. À l'initiative du président du gouvernement d'Espagne, le socialiste Pedro Sánchez, les députés espagnols ont voté en faveur de l'exhumation du corps du généralissime Franco du sanctuaire de la vallée de Los Caídos. La Chambre a approuvé le texte
texte par 172 voix pour, 2 contre et 164 abstentions. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a conclu ce vote par un tweet affirmant « Aujourd'hui, la démocratie est meilleure ». Les associations de défense de la mémoire de l'ancien chef d'État ont annoncé qu'elles utiliseraient tous les recours légaux pour empêcher l'exécution du texte. Brigitte Macron se met à la télé. La première dame de France apparaîtra samedi dans la série Vestiaire de France 2, dans la même tenue d'hôtesse de l'air de luxe que celle qu'elle portait lors de la passation de pouvoir entre le jeune président Macron et François Hollande. Elle y joue son propre rôle de première dame pour promouvoir les dites valeurs du handicap. L'auteur de la série affirme avoir contacté Madame Macron car cette dernière, décidément adepte de culture, était très fan de la série. À quand le passage de Brigitte Macron dans la série Cougar Town? L'Europe aux Européens, ce n'est pas la dernière sortie de Viktor Orban ou d'un chef de mouvement nationaliste, mais les mots, ou presque, du Dalai Lama, le skinhead préféré des bobos, moine le plus célèbre du monde, a tout bonnement déclaré mercredi à Malmö en Suède « L'Europe appartient aux Européens », avant d'ajouter qu'il est bon de recevoir, d'aider et d'éduquer les migrants, mais qu'à terme, ils doivent rentrer chez eux. On arrive bientôt à la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. L'avortement est un homicide. Et puis ce soir, retrouvez également Immédiat. Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent l'apprentissage de l'arabe à l'école, la réaction des journalistes de Quotidien contre la liberté de conscience des médecins opposés à l'avortement et le procès de Clément Méric. Également au programme, tête à clash. Franck Tanguy reçoit Tariq Dali, Gabriel Cluzel, Olivier Piacentini et Christine Tazin. Ils reviennent sur la rentrée d'Emmanuel Macron, le célibat des prêtres et les attaques contre le trublion milliardaire Donald Trump. Depuis l'année dernière, on vous parle de l'effet Macron sur l'économie. Ça se redresse, ça va mieux, c'est la reprise. Moi, je suis économiste. J'ai vu aucune reprise depuis un an. Les chiffres... Et là, les chiffres ont été bons à un moment et maintenant c'est en train de fléchir. Ils ont été bons, mais ils étaient meilleurs ailleurs dans le monde. Sur le chômage, par exemple. Mais très légèrement, mais de toute façon... Écoutez, les médias, s'ils avaient été honnêtes, pouvaient dire qu'il y avait une baisse générale du chômage dans toute l'Europe à cause de la conjoncture et que la France est le pays où le chômage a baissé le moins. Mais comme d'habitude. Voilà, donc ça c'était la réalité. Et puis samedi dès midi, découvrez un nouveau numéro du Samedi Politique avec une actualité européenne chargée. Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote et directeur de la revue Perspective Libre, décrypte la charge contre Viktor Orban et le positionnement des différentes forces politiques à 8 mois des élections européennes. Cette année, mes amis, va être une année de bagarre. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Macron est aujourd'hui en Europe à la tête de ceux qui soutiennent l'immigration. D'un autre côté, il y a nous qui voulons mettre fin à l'immigration illégale. Le commissaire européen qui n'a pas été élu a l'audace de vous donner une leçon de démocratie. Ils veulent vous retirer vos droits de vote, ils veulent vous retirer vos subventions européennes. Et tout ça parce que vous avez l'audace de vous opposer à George Soros. Macron n'est rien de plus qu'un lieutenant ou un sous-lieutenant de la Reichschancelière. Le Parlement européen est une chambre d'enregistrement. C'est l'équivalent du Soviet suprême. Et ceux qui pensent qu'il y aura une majorité dite souverainiste, avec des souverainistes à l'autrichienne, ça va servir, tiens. Hein, comme disait Philippe de Villiers, le Parlement européen, c'est 3 doigts. Oui, non, abstention. 3 doigts. Voilà, c'est tout. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à une nouvelle technique d'évangélisation. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi, bonsoir. Bonsoir. Deux petits faits me donnent un prétexte pour vous parler d'un sujet que je ruminais depuis longtemps. Une dame de chez nous s'est servie de chez nous de Campagnol, s'est servie de mon internet pour obtenir un visa.
enfin un formulaire de visa pour sa fille aux États-Unis, une autorisation qui s'appelle l'ESTA, un papier qui vous donne le droit de voyager là-bas pendant 90 jours. Donc je regarde le site sur Internet et contrairement à ce qu'elle me disait, cette dame, je vois sur la 3e page de Google que la démarche coûte 14 € sur un site officiel américain qui s'appelle Customs and Border Protection, alors que sur les 2 premières pages de réponse Google, on se bouscule pour vous proposer le même papier, je veux dire la même démarche, à 80 €. Et la dame vous dit, heureusement que je comprends rien à l'anglais, mais comment c'est possible? Comment il laisse faire ça? Mais c'est une très bonne question et c'est le thème de cette chronique. Ça m'a rappelé aussitôt ma propre démarche 2 semaines plus tôt quand j'ai essayé d'obtenir une carte grise. Il y a là un site officiel, celui de l'ANTS, complètement nul, puisque dépendant du ministère de l'Intérieur, qui relève de l'arnaque pure et simple, puisque vous passez 3 semaines pour obtenir une réponse négative, non motivée. Et puis il y a une myriade d'autres sites commerciaux, eux, qui doublent le premier, qui font les mêmes démarches avec plus de succès visiblement, enfin en tout cas on l'espère, mais c'est même pas sûr, et qui vous demandent de payer un forfait exorbitant. Je vous rappelle que pour l'ANTS, c'est 5 semaines pour un refus de dossier, mais que c'est gratuit. Alors que chez le garagiste, on paye 20 ou 30 €, mais c'est 5 minutes pour une acceptation du dossier de carte grise. Mais c'est pas encore le sujet. Mon sujet, c'est le nombre invraisemblable des parasites qui se glissent entre les braves gens et les services proposés. Vous allez me dire, avec ironie, alors là, voilà notre chroniqueur campagnard transformé en justicier de la consommation une fois de plus. Vous êtes loin de la littérature, va-t-on me dire, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais désolé, mais tout ce qui concerne les gens qui viennent frapper à ma porte pour obtenir un service, qui n'est désormais disponible que sur Internet, pour se faire rançonner au passage sous mes yeux, me regarde, par amitié pour eux évidemment, puis par amitié aussi pour la partie du genre humain la plus négligée en ce moment, celle dans laquelle Emmanuel Macron n'a pas été élevé, celle qui n'est rien, celle qui est réfractaire, celle qui est illettrée, celle qui essaie de suivre, celle qui est gauloise, celle qui ne sait pas, celle qui signe là, celle qui paye toute sa vie trop cher des trucs inutiles. C'est sur ces gens-là, saignés de tous les côtés, que j'essaie d'attirer l'attention sur leur détresse quand ils s'aperçoivent, par exemple, en cherchant dans les pages jaunes ou blanches sur Internet, qu'il y a 50 sites qui monnaient une information gratuite parce qu'ils sont arrivés à se glisser dans le référencement avant les pages blanches et les pages jaunes, parce qu'ils ont imité le nom, parce qu'ils vous proposent un numéro surtaxé qui vous met en rapport avec le vrai numéro. Et si ça se trouve, le patron de ce genre de boîte fait partie d'un think tank macronien. Alors de grâce, ne dites pas à ceux qui, comme moi, se penchent sur ces laideurs quotidiennes, de quoi vous mêlez-vous? On se mêle de la vie des gens qui ne peuvent pas s'en mêler eux-mêmes. On les défend contre les menteurs, on les met en garde contre les escrocs, on ne fait rien d'autre qu'un travail d'entraide, on pratique la charité ordinaire. Mais il ne suffit pas d'adoucir le sort de ceux qu'on humilie, il faut aussi essayer de montrer pourquoi tous ces escrocs qui empoisonnent la vie des gens de base pourraient être balayés en quelques semaines. Et s'ils ne sont pas, c'est qu'ils bénéficient de complicité macronienne, je le précise et je le répète surtout. Prenons là la myriade d'officines qui passent par-dessus les services de protection de Blocktel, par exemple, et qui persistent à vous faire appeler toutes les heures de la journée par des filles du Maghreb qui vous proposent de nouveaux tarifs pour l'électricité, des fenêtres, des stores, des piscines. Le tout à des gens qui ont souvent plus de 80 ans et qui répondent poliment « Je vous en prie, madame ». Eh bien, le rôle de l'État devrait être de remonter par le biais de l'opérateur téléphonique vers toutes les adresses d'où partent ces appels et de faire une véritable razzia sur les avoirs, les matériels. Pareil pour les squatteurs des pages blanches et jaunes. En fait, il faudrait 3 semaines pour mettre tout ce monde-là par terre, pour démanteler l'archipel de l'escroquerie, pour écraser d'amendes et de saisies tous ceux qui proposent des services qui n'existent pas à un tarif qui ne se conçoit pas. On me dira, c'est le commerce. C'est le libéralisme. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien le libéralisme de l'escroquerie, celui qui fait de la thune au lieu de rendre un service, combien ce libéralisme prédateur suscite de colère profonde chez ceux qui se sont fait avoir. Évidemment, c'est pas immédiat, ça suinte par en dessous, ça se répand dans les caves, mais la colère des gens humiliés, offensés, apeurés, finit toujours par devenir une inondation un jour ou l'autre. Il suffit pour ça d'un gros orage. Alors un conseil, en cas d'orage, achetez une paire de bottes parce que les conditions d'une inondation majeure sont réunies depuis longtemps. Le flot est puissant, les digues sont faibles. En revanche, Campagnol TVL se renforce chaque jour. On se demande pourquoi d'ailleurs.